Annie, je vous remercie. Je pense qu'on va lancer. Oui, avec Euh, plaisir. Bonjour à tous. Bienvenue donc dans ce webinaire intitulé Maîtriser l'art du pitch dans le cadre du hackathon pour lequel vous vous préparez, qui est une très belle initiative et une façon, je trouve, plutôt moderne de trouver des solutions innovantes euh, et qui vous met également au défi puisque vous allez devoir pitcher. Est-ce que vous m'entendez correctement? Oui, Est-ce que tout le monde m'entend Oui, bien? très bien. oui. Ok, vous me Oui, voyez on vous bien entend. aussi. J'aimerais bien vous voir aussi, hein, vous savez. J'aime bien parler à des gens, c'est mieux, mais je comprends aussi, vous inquiétez pas, il n'y a pas de formalisme si vous préférez. Garder la caméra éteinte. Euh, Pas de formalisme non plus. On est ensemble pendant 2 heures. L'idée, c'est que ce webinaire vous soit, qu'il vous serve à vous et qu'il réponde à vos questions. Donc, si au fur et à mesure, vous avez des questions à poser, n'hésitez pas. On y répond au fil de l'eau, puisque je pense que de toutes les façons, la question des uns ou la question de l'un est forcément, répond forcément à la question d'un autre qui n'a peut-être pas osé la poser. Donc, voilà, je me présente déjà, je suis Nadine Félix. Certains d'entre vous me connaissent peut-être. Madame Germani me disait tout à l'heure que ça lui faisait drôle de me voir parce qu'elle me voyait quand elle était toute petite à la télé, ce qui ne me rajeunit pas. J'ai 54 ans. J'ai passé 25 ans à France Télévisions en tant que journaliste, radio et télé. Puis, en tant que manager, puisqu'assez rapidement, je suis devenue rédactrice en chef. Radio ici d'abord, et puis ensuite, j'ai été mutée en Polynésie, où j'étais rédactrice en chef d'une plus grosse équipe. Et puis, Saint-Pierre-et-Miquelon, où j'ai été directrice régionale de Saint-Pierre-et-Miquelon la première. Ensuite, directrice régionale de Guadeloupe la première, avant de décider finalement de quitter l'entreprise parce que je voulais rejoindre ma famille en Guyane. Et en pleine période de Covid qui plus est, le Covid a poussé à prendre parfois des décisions un peu audacieuses qu'on n'aurait peut-être pas prises dans un autre contexte. Mais c'est sans regret, puisque depuis 4 ans, donc, j'ai fondé cette société qui s'appelle NF Consulting et qui se spécialise dans les compétences sociales. Les compétences sociales, c'est tout ce qui permet d'interagir avec les autres. C'est tout ce qui permet d'être à l'aise en société. Beaucoup de management, certes, quand je suis en entreprise, mais également ce qui est la plus grande peur pour la plupart des gens, prise de parole en public, éloquence, charisme, gestion des conflits, intelligence relationnelle, intelligence émotionnelle. Et donc, également, l'art du pitch, puisque c'est ce que je vais voir avec vous aujourd'hui. Alors, je vais partager mon écran. J'espère que je vais réussir à le faire correctement et que vous allez pouvoir voir ce que j'ai à vous partager. Est-ce que vous voyez mon écran ou pas? Oui, Oui, tout à fait. C'est sur Oui. la slide l'art du pitch. Exactement. Bon, ben, c'est parfait. Donc, on va faudrait pouvoir y l'agrandir. aller. Pardon? Faudrait l'agrandir, mettre. Ah, vous ne le voyez pas en grand? Non. Parce que moi, ça prend tout l'écran. Ah, d'accord. Est-ce que pour les autres, il faut agrandir aussi ou pas? Non, Madame Ponce, je pense que c'est sur votre ordi. Nous, ça Je s'affiche bien en pense. grand. Ouais, je pense Ah, aussi. d'accord. Alors, je vais voir. Ça y est, C'est effectivement. bon? OK. Oui, Donc, alors, c'est parti. Comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à poser des questions, hein. Donc, l'art du pitch, convaincre en quelques secondes. Je vous ai parlé déjà de mon entreprise. Alors, l'objectif de ce webinaire, c'est apprendre à présenter efficacement son idée en un temps limité, convaincre un jury évidemment, parce que vous allez devoir passer devant un jury d'experts, et puis capter l'attention. Comment faire pour avoir de l'impact et réussir à capter l'attention de son audience. Alors, un petit souci, ça ne fonctionne plus de mon côté.
Qu'est-ce qui se passe? Alors, je vous pose la question. Pour vous, qu'est-ce qu'un pitch? Qui peut répondre à cette question? Un discours de cause, un argumentaire. Oui, tout à fait. Quoi d'autre? Et on pourrait se demander pourquoi on n'emploie pas le mot français. On peut se demander, effectivement. Effectivement. C'est quoi le mot français, s'il vous plaît? C'est une présentation, D'accord. une courte présentation. Je cherche ma télécommande, en fait. Alors, un pitch, c'est une présentation concise. Il faut qu'elle soit courte, percutante, qui vise à convaincre un public spécifique. On adapte son pitch au public qu'on a en face de soi et en un temps limité. Dans le cadre du hackathon, vous avez 5 minutes pour pitcher. Mais vous pouvez être dans des contextes où on va vous en demander 3. Il y a des contextes où vous aurez 10 minutes pour le faire. Là, sur le hackathon, c'est 5 minutes. Alors, ce que vous allez devoir faire, c'est présenter une idée innovante, clairement et rapidement, convaincre un jury composé d'experts, ça vous le savez, en énergie et en innovation, et puis se démarquer des autres équipes, puisque vous allez travailler en équipe, et gagner les récompenses du hackathon, évidemment, puisqu'il faut bien qu'il y ait la carotte au bout. Alors, la question que j'ai envie de vous poser aux uns et aux autres, c'est pourquoi est-ce que vous avez décidé de participer à ce challenge? Pourquoi vous êtes inscrit au hackathon? Qui peut répondre? Pour le défi, pour comprendre, pour voir quelles sont les nouvelles choses. D'accord. Qui d'autre? Moi, bonjour. Bonjour. Moi, c'est par curiosité. J'ai Par vu qu'il y curiosité. avait un concours qui nous permettait de se réunir dans l'innovation et la créativité. Donc, je me dis, bon, comme j'ai une idée bien précise dessus et justement, je suis en train de fabriquer une machine adaptée à la Guyane. Donc, ça m'a D'accord. plu. C'est pour ça que je me suis lancé. OK. Qui d'autre? Oui, bonjour. Pour ma part, ce Bonjour. serait aussi donc de rencontrer des personnes qui sont voilà, qui travaillent sur le sujet ou qui sont intéressées par le sujet et peut-être des acteurs aussi qui ont déjà développé des idées dans le secteur. OK. Est-ce que quelqu'un d'autre veut s'exprimer? Moi, pour ma part, en fait, c'est déjà le fait que voilà, c'est un travail de synergie. On travaille tous ensemble sur un projet, sur un but spécifique, apporter une touche particulière sur l'innovation technologique. Donc, déjà, à ce niveau-là, c'est quelque chose qui m'a intrigué parce que voilà, je suis dans le domaine de l'énergie et voilà, je me suis dit pourquoi pas. OK. Alors, vous participez tous au même défi. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre voulait parler? Oui, bah, en fait, moi, je me suis inscrit parce que ça fait quelques années que je réfléchis au sujet, que j'ai plein d'idées dans tous les sens, mais que Oui. j'ai besoin de valider des hypothèses, de comprendre un peu les points de vue des gens, savoir un peu quelle est la cohérence de tout ça et si ça peut aboutir à quelque chose. J'ai un petit projet perso sur lequel je bosse assez sérieusement. Et voilà, c'est un peu l'idée de confrontation des idées et puis de venir comprendre un peu ce que font les autres et comment ils le font et combler un petit peu ce qui me manque pour finir de réfléchir correctement. Très bien. Vous participez tous au même défi. Vous avez tous des raisons différentes d'y prendre part. Vous avez tous une histoire différente et des valeurs qui vous portent qui ne sont pas forcément les mêmes. Certains d'entre vous travaillent sur les énergies, sur la transition énergétique. D'autres ont plus envie peut-être d'un défi personnel. Vous avez tous en tout cas quelque chose qui vous anime et qui n'est pas forcément la même chose que le voisin. Même si évidemment on peut imaginer que vous avez en commun un intérêt pour la transition énergétique de façon générale, mais peut-être pas avec la même porte d'entrée. Pourquoi je vous pose cette question aujourd'hui? C'est parce que dans vos présentations,
il est important qu'il y ait un peu de vous, et même, je dirais, beaucoup de vous, parce que c'est ce que vous allez apporter de vous-même qui va faire que votre projet pourra sembler plus ou moins intéressant ou plus ou moins convaincant. Si vous venez faire une présentation très froide, qui peut être très bonne sur le papier, mais présentée de façon très froide, sans émotion, sans y mettre de vous-même, ça n'aura pas le même impact et pas le même attrait pour le jury qui va vous écouter. Alors, décidément, en fait, c'est où je vous vois, où je passe les slides. Donc, on va passer les slides parce que c'est important. On va voir les fondamentaux du pitch, comment structurer un message efficace. Et Einstein, dont l'intelligence notamment n'est plus à démontrer, disait, si vous ne pouvez pas l'expliquer simplement, c'est que vous ne l'avez pas compris suffisamment. Vous connaissez la phrase qui dit que ce qui se conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour le dire arrivent aisément. Il est important de se dire que ce n'est pas parce qu'on fait un pitch, ce n'est pas parce qu'on est devant un jury d'experts, ce n'est pas parce qu'on est sur un sujet peut-être un peu pointu qu'il faut absolument avoir l'air d'être hyper scientifique, hyper connaisseur, parce que du coup, il y a des gens qui seront en face de vous que vous allez peut-être perdre et qu'on risque de passer à côté du message essentiel. C'est l'erreur qu'on commet très souvent quand on fait une présentation et qu'on veut se montrer tellement savant, alors qu'à la base, ce n'est pas forcément ce qu'on vous demande. Ce qu'on vous demande, c'est de nous convaincre, de vous suivre dans votre aventure. Et du coup, les clés qu'on va aller activer ne sont pas les mêmes. Alors, les fondamentaux d'un pitch, d'un bon pitch, en 5 éléments qu'on va voir, 5 éléments clés, c'est une accroche captivante, un problème, un enjeu auquel vous allez répondre, une solution, qui est l'innovation que vous allez présenter, la preuve que votre idée est bonne et réalisable, parce qu'on peut en avoir plein des belles idées, mais il faut qu'elles soient un peu réalistes quand même. Et puis, ce qu'on appelle en anglais le call to action, l'appel à l'action, encourager le jury à adhérer à votre idée et qu'il puisse tout de suite avoir envie de passer à l'action. Pas demain, pas après-demain, tout de suite. L'accroche. L'accroche, c'est ce qui va faire que d'entrée de jeu, on va vous suivre ou pas. L'accroche, c'est l'effet qui fait qu'on a cette tête-là quand on vous écoute. Ça fait ça. Vous allez nous cueillir avec votre approche, votre accroche. Ça peut être une question intrigante. Et si je vous disais que vous pourriez doubler votre productivité en 1 heure? Ah oui? Forcément, la question derrière, c'est comment on fait ça? Ça peut être une statistique frappante. 90% des startups échouent dans les 5 premières années. Voici comment l'éviter. Si vous venez de créer votre startup et qu'on vous balance cette statistique, bien sûr que vous voulez savoir comment ne pas vous planter par la suite. Une anecdote personnelle. Je n'avais que 10 € en poche et pourtant ce jour-là, ma vie a changé. Ça, c'est le « il était une fois ». Et ça fonctionne toujours. Parce que vous nous parlez d'une histoire qui est la vôtre et qu'on va s'identifier à vous. Et que ça, c'est un levier qu'il est important d'activer. Permettre aux personnes qui vous écoutent de s'identifier à vous et d'entrer en empathie avec vous. Là, ils auront envie de vous suivre. Ça peut être une citation inspirante. Ceux qui abandonnent ne gagnent jamais. Ceux qui gagnent n'abandonnent jamais. OK. Un fait choquant. Saviez-vous que votre téléphone contient plus de bactéries qu'une cuvette de WC? Voilà. Vous nous sortez une phrase comme celle-là, on veut savoir la suite. Qu'est-ce que vous allez nous sortir encore? Qu'est-ce que vous allez nous proposer?
Qu'est-ce que vous allez nous présenter? Est-ce que sur l'accroche, il y a des questions? Non? Non, c'est clair. C'est clair, pas de questions. OK. Est-ce que vous visualisez, vous imaginez déjà le type d'accroche que vous pourriez avoir à utiliser? Même si vous ne savez pas encore, évidemment, sur quel projet vous allez travailler, vous avez 24 heures pour ça. Est-ce que ça vous donne des idées, en tout cas, d'accroche possible? On va dire que oui. Oui. Le problème, expliquer l'enjeu auquel on répond. Alors là, on est évidemment au cœur du sujet. Vous avez accroché, vous avez sorti votre petite statistique ou la petite phrase qui va faire que, OK, on vous écoute. Maintenant, expliquez-moi, c'est quoi mon problème? Quel est le bobo qu'on soigne? C'est ça la question à laquelle vous devez répondre. Et ça, c'est fondamental. Vous venez pas juste pour nous exposer une problématique et nous dire, voilà comment moi je vais la solutionner, cette problématique. Vous venez me dire à moi que j'ai un problème et que vous êtes la solution. Exemple, chaque jour, des milliers d'employés passent des heures en réunion sans valeur ajoutée, ce qui nuit à leur productivité, à leur motivation. Tout le monde connaît ce problème-là. Tout le monde sait ce que c'est que de passer des heures en réunion tout en se disant que je ferais mieux d'avancer sur tel ou tel projet. Et si vous me dites que vous avez la solution à ça, moi, je vous écoute. Moi, la première, je vous écoute. Mais je pense que beaucoup d'entre vous aussi. Et c'est ce que vous devez chercher. Une fois que vous avez trouvé, vous avez l'idée sur laquelle vous voulez travailler et que vous voulez développer, en quoi ce que vous allez apporter comme solution va répondre aux problématiques de ceux qui vous écoutent. Quel est le bobo que vous avez à soigner? J'utilise des termes simplistes volontairement pour que vous puissiez bien comprendre à quel niveau les choses se jouent, à quel niveau ça se situe. Quand on parle des émotions, par exemple, on peut parler des émotions, mais si on n'explique pas et on ne, comment dire, on n'image pas, on ne comprend pas très bien forcément de quoi on parle. Si je vous dis que j'ai une blessure et que c'est vous qui allez pouvoir soigner ma blessure, là déjà les choses commencent à changer. Donc il faut répondre à cette question au niveau du jury. Et il faut que vous fassiez l'effort quand vous avez votre projet de le concevoir comme ça en disant il y a un problème, je suis la solution au problème, je vais soigner le bobo. Le problème, il faut le quantifier, évidemment. 80% des salariés considèrent que la moitié des réunions auxquelles ils assistent sont inutiles. Ça donne du crédit à votre propos. Quand vous avez des statistiques, ça apporte toujours du crédit au propos. Et ça permet aussi de montrer que, à ceux qui vous écoutent, qu'ils ne sont pas forcément des cas isolés. Vous ne répondez pas aux problèmes de personnes isolées et des problèmes qui ne touchent qu'une petite partie de la population. On est tous concernés par ce que vous allez nous présenter. Et globalement, même si après on peut parler de choses très spécifiques, mais globalement, il faut réussir à faire en sorte qu'on comprenne, si vous voulez qu'on vous suive, qu'on est tous concernés par cette question. 80% des salariés considèrent que la moitié des réunions auxquelles ils assistent sont inutiles, et ça, c'est vrai. Ce n'est pas une statistique que j'ai mise là pour la présentation, c'est vrai. C'est vrai qu'ils le pensent. Je ne dis pas que c'est vrai que les réunions sont inutiles. Créer une connexion émotionnelle, une empathie. Là, on va parler, vous allez parler à ceux qui vous écoutent de leur frustration, vous allez leur parler de leur peur, vous allez leur parler de leur manque. Exemple, combien de fois vous êtes-vous retrouvé en réunion en vous demandant si vous n'auriez pas mieux fait d'avancer sur un dossier important? Et si vous me posez la question directement à moi qui suis en face de vous dans le jury, j'aurai envie de vous répondre oui, souvent. Souvent. Qu'est-ce que vous proposez pour ça? Quelle est la solution que vous m'apportez? Créer une connexion émotionnelle.
Quand vous avez certainement déjà entendu cette phrase, quand vous parlez aux gens, très peu de gens retiennent réellement ce qu'on leur dit. En revanche, si vous les touchez dans leurs émotions, si vous leur avez fait de la peine, si vous avez suscité de la joie, si vous leur avez fait peur, ça, ils s'en souviendront. On se souvient plus facilement des émotions que des faits. C'est une chose, c'est une réalité. Illustré avec une anecdote, c'est-à-dire que vous donnez vie au problème. Vous racontez l'histoire de Sophie, manager en entreprise, qui passait 20 heures par semaine en réunion. Elle rentrait chez elle épuisée avec l'impression de ne jamais avancer sur ses vrais projets. Comme elle, des millions de professionnels perdent un temps précieux chaque jour. Vous avez donné vie au problème, vous avez personnalisé le problème. Vous avez permis qu'il ait une incarnation. Autrement dit, vous l'avez rendu humain. En le rendant humain, vous permettez que celui qui vous écoute se sente concerné. Transformer ce problème en opportunité, une fois que le problème est clairement posé et qu'il est ressenti par les émotions, c'est le moment idéal pour introduire votre solution. Et pour nous expliquer comment vous allez soulager cette douleur et quelle est votre approche innovante. Est-ce que jusque-là, ça va sur l'énoncé du problème? Oui. Oui, ça va. OK, pas de questions? On enchaîne. Maintenant, vous apportez la solution. Une fois que vous nous avez bien égratigné, vous nous avez touché au cœur, vous nous avez fait peur, vous nous avez effrayé, vous nous avez appris une statistique qui nous a quand même vachement surpris. Et qu'on se dit, mince, on avait un problème, peut-être qu'on ne s'en rendait même pas compte. Quelle est la solution que vous nous apportez maintenant? Vous présentez votre innovation et sa valeur ajoutée. Donc, vous avez clairement exposé le problème. Il est crucial de présenter votre solution de manière convaincante. Parce que vous avez sorti vos statistiques, des chiffres qui peuvent être gros parfois. Vous nous avez fait un peu peur. Il faut que la solution soit à la hauteur. Et il ne s'agit pas seulement d'expliquer ce que vous proposez, mais de nous dire en quoi cette innovation est différente de celle du voisin ou de ce qu'on a déjà pu connaître par ailleurs. Quelle est la valeur unique qu'elle apporte qu'il n'y avait pas jusque-là dans ce qui pouvait exister dans notre environnement? La solution, vous allez la décrire avec simplicité, simplement. Votre audience doit comprendre tout de suite ce que vous apportez et comment ça fonctionne. Ne nous donnez pas mal à la tête avec des choses qu'on doit essayer de comprendre, qu'on doit deviner, qui sont sous-entendues ou qui sont considérées comme allant de soi. Ça arrive souvent quand on est sur des sujets scientifiques d'ailleurs. Ça va de soi, mais peut-être pas pour tout le monde. On n'est peut-être pas tous au même niveau d'information. Peut-être que vous aurez devant vous des experts en montage de dossiers financiers qui ne sont pas des experts en transition énergétique. Vous aurez devant vous des experts en matière d'énergie, mais qui ne sont peut-être pas des spécialistes de montage de dossiers financiers. Donc, il faut pouvoir parler à tout le monde pour qu'on comprenne facilement là où vous voulez en venir et ce que vous nous apportez. Exemple, notre plateforme centralise tous les outils essentiels en un seul espace, permettant aux professionnels de travailler efficacement sans perdre de temps à naviguer entre différentes applications. OK, là, je comprends. Je sais que pour un seul et même dossier, par exemple, je vais devoir travailler avec plusieurs applications différentes. Si je peux avoir tout sur la même plateforme, ça me facilite la vie et ça m'arrange. OK, j'ai compris. Et il faut mettre en avant l'innovation. Qu'est-ce qui différencie votre solution? C'est quoi le truc en plus que vous apportez? Est-ce une approche inédite, une technologie avancée ou nouvelle, ou juste parce que cette fois-ci, c'est facile à utiliser?
Peut-être que ça existe déjà, mais que c'est extrêmement complexe et que vous avez décidé de faciliter, vous avez trouvé la façon de faciliter le truc. Il faut nous dire, c'est quoi l'innovation en question? Vous êtes en plus dans un défi d'innovation, hein? Donc là, c'est un élément primordial. Un exemple, contrairement au logiciel classique, notre nouvel outil, l'IA, pour automatiser les tâches répétitives et réduire le temps passé à chercher des informations. Je pense que vous avez noté hein, que systématiquement, je vous donne des exemples. Dans un domaine qui n'est pas celui de la transition énergétique, mais c'est duplicable. Je dis ça, je dis rien. C'est duplicable et réutilisable. Et il faut que vous puissiez montrer la valeur ajoutée. C'est précieux. Comment votre solution soulage la douleur du problème exposé? Ça, c'est la valeur ajoutée. Il ne suffit pas de dire, je vais vous apporter un outil qui va faire ça, 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 ça. C'est bien. Ça va apporter des solutions, OK. Mais quelle douleur ça va soulager chez moi? En quoi ça va m'aider, moi? Voici l'exemple. Et voici ce que ça veut dire vraiment. Sophie, manager en entreprise, passait 20 heures par semaine en réunion. Avec notre solution, elle a pu organiser ses échanges plus efficacement et récupérer 5 heures de travail productif par semaine. La voilà la valeur ajoutée. Elle a récupéré 5 heures de travail productif par semaine. Donc, ce n'est pas juste, je vous apporte un outil qui va vous aider, vous allez voir. Qu'est-ce que je vais y gagner avec ça? Il faut que vous puissiez dire aux gens, qu'est-ce qu'ils vont gagner grâce à cet outil innovant que vous leur apportez. Ça va? Oui, OK. toujours. Oui, ça va. Et une fois que vous avez fait tout ça, c'est bien beau d'avoir dit j'ai la solution peut-être même miracle, il faut en apporter la preuve. Il faut démontrer que l'idée est réalisable. Si vous avez un prototype, si vous avez des chiffres, si vous avez des études, il faut sortir l'artillerie lourde. C'est ça qui va vous donner du crédit. Alors, je suis consciente que dans le cadre du hackathon, vous avez 24 heures. Ça ne vous laisse pas beaucoup de temps hein, pour faire des grosses maquettes, des gros prototypes, etc. Néanmoins, cela veut dire que le truc en plus que vous pouvez apporter dans votre équipe, c'est ça. Ce que tout le monde n'aura pas le temps de faire. Mais qui va pouvoir dire, mon idée, mon innovation va fonctionner. En voilà la preuve. On a testé. On a essayé des choses. Présentez donc un prototype ou une démonstration. Si vous avez un produit en développement, montrez une version préliminaire en action. Partagez des chiffres concrets. Ça, vous aurez le temps d'aller en chercher, je pense, quelques-uns. Vous n'aurez certainement pas le temps de faire une grande étude de marché. Néanmoins, il va falloir trouver le temps de partager des chiffres concrets. Des données chiffrées renforcent la crédibilité de votre solution, ça je vous l'ai déjà dit. Elles peuvent provenir d'études de marché, de tests utilisateurs ou de résultats obtenus par un premier client, par exemple. Alors là, le premier client, dans le cas du hackathon, ça va être difficile. Ça va être difficile, mais ça peut vous servir à un autre moment, parce que j'imagine que ce n'est peut-être pas le dernier pitch que vous aurez à produire. Et puis peut-être que vous pouvez trouver sur Internet, sur les réseaux, etc. Peut-être que vous pouvez trouver d'autres tests qui ont été faits ailleurs par d'autres utilisateurs sur des produits qui peuvent être similaires, etc. Tout ce qui peut renforcer la crédibilité est à prendre. Citez des études ou des tendances. Si votre solution s'appuie sur une tendance du marché ou une étude sectorielle, mentionnez-la pour montrer que votre idée répond à un besoin réel et croissant. Et puis les témoignages, ça marche toujours. Aujourd'hui, vous allez au restaurant, vous voulez acheter un produit sur Internet, et même une crème ou un produit que vous trouvez en supermarché, vous rentrez chez vous, vous allez sur Internet, vous allez voir les avis. Vous allez dans un restaurant, vous regardez les avis.
On sait qu'ils ne sont pas toujours justes, néanmoins, on les regarde. Vous voulez solliciter un professionnel, vous allez chercher des témoignages. Des avis d'experts, de premiers utilisateurs ou de partenaires renforcent la confiance dans votre projet. Savoir que d'autres ont testé et ont approuvé, ont trouvé plutôt pas mal, ont trouvé que c'était efficace, ont admis que ça fonctionnait, c'est une preuve qu'il y a quelque chose à développer. Montrez que le projet est réalisable. Expliquez comment vous allez concrètement mettre en œuvre votre solution. Est-ce que vous avez une équipe technique prête à le développer? Est-ce que vous avez déjà des financements ou des partenaires, des investisseurs? Quelles sont les prochaines étapes ou les prochains jalons pour avancer vers la commercialisation? Montrez que vous êtes déjà quasiment en marche, même si c'est quelque chose que vous allez innover là, mais que c'est déjà, vous êtes déjà en avance de phase. Voilà, montrez qu'en fait, au moment où vous faites votre pitch, vous êtes déjà en réalité plus loin que ça, parce que ça fonctionne déjà et que vous avez du monde pour ça, pour travailler avec vous, que vous avez déjà sollicité des financements et des partenaires qui sont prêts à vous accompagner. Alors là, en l'occurrence, les partenaires, vous les aurez devant vous, les experts, vous les aurez devant vous, et vous devrez les convaincre d'être des vôtres. Mais n'hésitez pas à jouer sur toutes les cordes que vous pouvez et qui puissent vous permettre d'apporter des preuves. Un bon pitch doit montrer que votre solution n'est pas qu'une idée comme ça en l'air, mais un projet concret et viable. Et c'est sur ça qu'ils vont s'appuyer parce qu'ils vont vous poser des questions et qu'ils vont se demander, oui, mais qu'est-ce qui nous prouve que ça ne va pas faire plouf? Qu'est-ce qui nous prouve que ça va vraiment marcher? Qu'est-ce qui nous prouve que les gens vont adhérer? Et c'est là que vous devez appuyer sur les douleurs. Est-ce que c'est bon pour l'épreuve? Oui, oui. Oui. OK. Oui. Et là, on arrive à l'appel à l'action. Vous devez encourager le jury à adhérer à votre idée. Ils doivent vous suivre. Ils doivent presque se battre pour être avec vous. Ils doivent flairer le bon business. Ils doivent flairer le bon coup. Ils ne pourront le flairer que si vous leur montrez que c'est un bon coup. Il faut faire en sorte de rendre l'action évidente et engageante. Être clair et direct sur ce que vous attendez. On voit souvent des pitchs où les gens présentent une belle idée. Et alors, il faut que je vous dise que j'ai présenté mon entreprise, mais je suis également présidente de l'association Guyane Business Angel. Donc, j'ai l'occasion de voir des personnes venir pitcher leur projet devant moi. Et je vois souvent des pitchs qui sont plutôt bien faits. Je vois des personnes qui ont travaillé leur sujet. Et quand ils arrivent dans le dur, qui ne parviennent pas à nous dire de quoi ils ont besoin. Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez combien, en fait? Qui n'arrivent même pas à nous dire vraiment la somme totale. Qui vont nous dire, ben, si j'ai déjà ça, c'est bien. Mais de combien tu as besoin vraiment? Qu'est-ce que tu attends de moi? Il faut que ce soit clair. Je ne dois pas imaginer, supposer. Vous devez me dire clairement de quoi vous avez besoin, en quoi puis-je vous aider. Un exemple, nous avons un produit qui fonctionne, un marché prêt à l'adopter. Notez les termes. Hein. Nous avons un produit qui fonctionne. Nous avons un marché qui est prêt à l'adopter. Il ne nous manque qu'un partenaire stratégique pour accélérer notre développement. Serez-vous celui qui nous aidera à passer à l'étape supérieure? Et pour cela, il nous manque 200 000 €. Il ne faut pas hésiter à le dire. Ou alors, pour cela, il nous manque un expert ou de l'ingénierie en telle ou telle chose. Pour cela, nous avons besoin d'un local. Car pour l'instant, on travaille dans ma cuisine. Pour cela, nous avons besoin de tant de billets d'avion par an. De quoi avez-vous besoin? Ça doit être clair. Parce que plus ce sera clair et plus on va comprendre que vous avez travaillé votre sujet et que vous-même vous êtes au clair avec vos besoins.
Vous savez ce que vous avez, vous savez ce qui vous manque. L'appel à l'action, il faut agir maintenant, pas demain, pas après-demain, pas je vais y réfléchir. Si j'ai un chèque à signer, c'est maintenant. Vous devez créer un sentiment d'urgence. Vous devez faire en sorte que l'investisseur, par exemple, qui est en face de vous, se dise, si je ne signe pas maintenant, quelqu'un d'autre va le faire à ma place et j'aurais perdu une belle opportunité. Un exemple, notre solution est prête. Les entreprises cherchent activement une alternative plus simple. Pour capter ce marché au bon moment, nous lançons la prochaine phase de développement dès ce trimestre. Rejoignez-nous avant que cette opportunité ne disparaisse. Il faut être clair. Et ce n'est pas la peine de minauder, ce n'est pas la peine de se cacher, de faire semblant. On sait tous que vous êtes là pour ça. Donc, allons-y franchement. Et puis, terminer sur une note inspirante quand même. Changer les habitudes prend du temps. Et c'est ainsi que naissent les grandes innovations. Nous sommes prêts à relever le défi. Et vous? Après une question comme celle-là, nous pousse à réfléchir. Pousse les gens qui sont en face de vous à réfléchir. OK, qu'est-ce que je fais? J'y vais, je ne vais pas. C'est pas je regarde passivement et je laisse passer mon tour. C'est je fais quoi? Ça m'intéresse pas. Ou j'ai encore des questions que je vais noter parce que je vais devoir les poser aux personnes qui sont devant moi. Est-ce que ça va jusque-là? Oui. Oui, très bien. Alors, je reviens à Oui, ça vous va. parce que j'aimerais bien qu'on puisse échanger un petit peu sur le contenu. Il faut que j'arrive à vous revoir. Voilà. Est-ce que pour vous, présenter un pitch, là, vous avez vu un peu la structuration et les différentes, les 5 phases. Est-ce que déjà, pour vous, présenter un pitch, c'est quelque chose à quoi vous aviez déjà été sensibilisé? Non, moi, jamais. Est-ce que vous saviez à peu près comment vous alliez vous y prendre? Bah, sur le En fait, oui, mais sur la forme et sur l'enchaînement des choses, non, pas du tout. moi, je pense que ça restabilise parce qu'on peut avoir des manquements. Une remise à jour nous permet de nous centrer, en fait. Oui. C'est important que vous compreniez que ma question initiale, quand je vous demandais vos motivations, elle est importante et c'est important que vous alliez chercher vos motivations profondes. Qu'est-ce qui vous pousse vraiment? Parce que c'est ça qui va faire que vous allez avoir une idée d'innovation qui va vous correspondre, qui ne sera pas forcément l'idée du voisin. Et que si cette idée vous correspond et répond à un besoin chez vous, il y a des chances que vous réussissiez mieux à nous toucher et à faire comprendre que ça va répondre aussi à un besoin chez nous. Je ne sais pas si vous comprenez la portée un peu humaine, en fait, de ce que j'apporte à la technique du pitch en elle-même. OK, il y a des étapes, il y a une accroche, etc. Mais c'est parce que vous allez parler avec votre cœur, hein, pour dire les choses telles qu'elles sont, que vous pourrez être plus convaincant. Et pas juste technique. Parce que la technique, ça reste quelque chose de froid. Il en faut, bien sûr, mais la technique est au service de l'homme. On est d'accord.
Et on doit entendre l'homme. Qu'est-ce qui se passe chez l'homme qui fait qu'il va chercher la technique? Et, et, euh, et c'est ça que vous allez devoir aller chercher chez les membres du jury. Il faut les toucher à ce niveau-là. Il faut les toucher pas simplement avec leur tête et leur cerveau, parce que ça va fonctionner, ça. Si l'idée, elle est intelligente et qu'elle est belle, etc., ça va fonctionner. Mais qu'est-ce qui va faire qu'ils vont vraiment avoir envie d'aller à gauche et pas à droite? Peut-être qu'ils ne le sauront même pas réellement, à projet équivalent, si ce n'est qu'il y a peut-être un qui va les toucher, là où un autre moins. Et c'est ça que vous allez devoir aller activer comme levier. Et puis, en posant les choses, parce qu'on a besoin de notre cerveau aussi, en asseyant les choses sur les statistiques, sur les données que vous pourrez avoir et sur les données que vous pourrez avoir sur les résultats également. Sur les faits aujourd'hui, mais les résultats après que vous ayez apporté la solution. Et c'est ça la création de valeur. En quoi ça va nous faciliter la vie, en quoi on aura meilleure conscience peut-être, je ne sais pas, en quoi pour la Guyane ça va permettre des économies, en quoi, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, je ne suis pas en plus dans ma spécialité là, mais je pense que vous me comprenez. Si je vous dis que mon idée est intéressante parce que 60% des foyers guyanais estiment que la facture d'électricité est trop élevée et doivent sacrifier de plus en plus de choses, dont la climatisation. Mais nous, on a une innovation qui permet de réduire la facture de clim de 30%. Moi, ça me parle. Si je sais que je vais réduire ma facture de 30%, ça me parle. Que je ne serai pas obligé d'ouvrir la fenêtre, de laisser entrer les moustiques ou je ne sais pas, je dis n'importe quoi. Mais vous comprenez. Il faut que j'y gagne quelque chose. Il faut que la Guyane y gagne quelque chose. Il faut que le directeur d'EDF y gagne quelque chose. Parce que c'est lui qui organise le hackathon. Voilà, il faut aller chercher ce qui va pas. C'est pas, on n'est pas dans du concret et juste dans des vues de l'esprit, dans de la philosophie. Il faut aussi qu'il y ait des choses tangibles et des choses qui vont nous toucher. Pas de questions? Ça va. Ça va? Une chose, c'est comprendre, autre chose, c'est écrire. J'ai pas compris. Je dis, on comprend, mais après, il faut Oui. traduire ça dans une écriture. Oui, alors oui. Et c'est pourquoi aussi, je vous ai dit, hein, les exemples que je vous ai donnés, c'est duplicable. Oui, on a pris. Oui, c'est duplicable. Il y a des formules qui sont duplicables. Je ne les ai pas mises là comme ça par hasard, hein. Parce que ça permet de comprendre, OK, qu'est-ce que vous avez un projet, comment je le traduis en accroche, comment je le traduis en douleur à soigner, comment je le traduis en solution pour la douleur à soigner, et comment je le traduis en call to action par rapport en appel à l'action par rapport au jury dont j'attends quelque chose quand même. Ce sont après des déclinaisons. Madame Félix, est-ce que je peux me permettre une Je info? vous en prie. Je vous en Je prie. voulais rebondir sur ce que vous disiez quand il faut parler au jury. Je me permets de donner l'info aux participants que le jury, il n'y aura pas que des ingénieurs de la transition énergétique. Il y aura, on n'a pas encore tous les noms, mais vous aurez des institutionnels, du monde économique, du monde universitaire. Oui. La spécialité de tout le monde n'est pas la transition énergétique. Donc, quand on parle au cœur, voilà, c'était vraiment pour rebondir sur ce point. Merci, Madame Germani. Oui, c'est tout à fait ça. On n'est pas tous spécialistes de la transition énergétique et vous aurez un jury de personnes qui ont chacune leur spécialité. Donc, il faut qu'elles puissent comprendre de quoi il s'agit et on passe à les touches, on passe à les concerne. Voilà. On enchaîne? Si vous avez encore des questions sur la rédaction, sur la façon
de présenter le pitch. Ah, il faudra se chronométrer. Oui, va falloir s'exercer. Va falloir s'exercer et vous allez travailler en équipe. Du coup, alors, j'ai eu Madame Volta hier. Il n'était pas encore déterminé s'il y aurait une personne qui parlerait pour l'équipe, si toute l'équipe devrait présenter, s'il y aurait 2 personnes pour l'équipe. Mais je pense qu'il sera important que vous vous gardiez du temps au-delà de la conception d'innovation. Il sera important que vous vous gardiez du temps pour vous entraîner entre vous et voir ce qui vous touche et ce qui a l'air de fonctionner, ce qui a moins l'air de fonctionner. Et j'insiste sur le fait qu'il ne s'agit pas de choisir forcément la personne qui a, pas que, la personne qui a la meilleure élocution. Ce n'est pas forcément la personne qui bégaye le moins. C'est la personne qui sait être la plus convaincante. Ce n'est pas exactement pareil. C'est un exercice très particulier, le pitch. Il faut savoir en plus, vous allez le voir, hein, on a 5 minutes, donc on a tendance à parler vite, on veut dire un maximum de choses en un minimum de temps. Et ce n'est pas ça l'exercice. Ce n'est pas dire un maximum de choses en un minimum de temps. C'est en ce laps de temps-là, dire les choses qui vont toucher et qui vont taper. Voilà. Donc, l'idée d'utiliser le langage le moins scientifique possible, moins spécifique possible, permet de revenir à des choses simples. S'imaginer qu'on parle à un jeune de 12 ans et pas au professeur de sciences. Est-ce, je ne sais pas quoi, transition énergétique ou je ne sais pas. Est-ce électricité? Mais qu'un enfant de 12 ans puisse vous comprendre. Si un enfant de 12 ans vous comprend, tout le monde va vous comprendre. Alors, il ne faut pas jouer à l'idiot non plus, hein, c'est pas ça l'idée, hein, mais s'assurer qu'on garde un langage simple. Voilà. Alors, on va passer à la deuxième phase. Il y a l'écriture. Après, il faut se montrer devant les gens. Et je vous l'ai dit, la glossophobie, ce qu'on appelle la glossophobie, c'est la peur de parler en public. C'est la peur la plus répandue au monde. Quand on demande aux gens spontanément de quoi ils ont peur, on ne leur donne pas de liste de peur, hein, on leur dit spontanément, quelle est la chose qui vous fait le plus peur? Très souvent, à moins d'avoir la phobie des grenouilles comme moi, très souvent, les gens vous répondent la peur de parler en public, avant la peur de la mort. La peur de parler en public arrive avant la peur de la mort. Quand après, on a une liste et que dans la liste, il y a la mort, il y a les bêtes, il y a tout ça, bon, évidemment que la mort, et etc., et les bébêtes, et les serpents, et tout ça arrive avant. Mais quand ils répondent spontanément, les gens ont très peur de parler en public. Il faut savoir aussi, les neurosciences nous ont montré que quand il s'agit d'aller parler devant un public et qu'on n'est pas à l'aise avec cette idée-là, notre cerveau s'active, notre reptilien s'active et nous fait croire qu'on va peut-être mourir, qu'on est en danger de mort. C'est pourquoi on commence à transpirer, on a les mêmes moites. C'est pourquoi parfois on a froid parce que le sang se retire. Vous savez que quand on est en danger vital, en danger de mort, le sang va vers les organes vitaux, va alimenter les organes vitaux, se retire un peu des membres pour aller alimenter les organes vitaux. C'est pourquoi on a froid parfois aux extrémités, etc. On commence à trembler. On a le cœur qui commence à s'accélérer. Et on a peur comme si il allait nous arriver un truc horrible. J'ai une bonne nouvelle pour vous, vous n'allez pas mourir. Il ne va rien vous arriver de mal. Voilà. Et que la plupart des gens devant qui vous allez vous présenter sont comme vous, ils ont peur de parler en public. Donc là-dessus, on est relativement égaux. Et parfois, il faut pouvoir dire à son cerveau, écoute, mais je te remercie, tu veux me protéger, mais stop, tout va bien.
On va gérer. Alors, je repars en partage de connexion. Pas en partage de connexion. Vous voyez mon écran? Oui. Oui. Oui? Oui, c'est bon. OK. Alors, on rappelle l'objectif du pitch, présenter efficacement son idée en un temps limité, convaincre un jury, capter l'attention de son audience. Éloquence et prise de parole en public, c'est une formation hein, que je propose en général sur un peu plus de 2 heures. Sur 2 jours généralement, voire plus en fonction du besoin. Alors, posture et expression. Est-ce que vous savez que 7% de l'attention seulement est portée sur les mots quand quelqu'un s'exprime? 7% de l'attention est portée sur les mots. Est-ce que vous savez que 70% de ce que l'on retient vient du langage corporel? Ça signifie qu'il est hyper important, il est très important que vous ayez un discours bien structuré, bien écrit, bien argumenté, avec toutes les étapes qu'on a vues. Mais ce que vous allez donner à voir et à entendre doit également être extrêmement maîtrisé. Parce que si ce n'est pas le cas, on va vous écouter, on va vous regarder, on risque de ne pas vous entendre. On risque d'être perturbé par tout un tas de choses qui vont faire que le propos en lui-même, on va passer à côté. Et ce n'est pas ce qu'on veut. Ce n'est pas ce qu'on recherche. Donc, la posture tout d'abord. Alors, ça semble évident, mais je vous garantis que ça ne l'est pas. Je vous garantis que ça ne l'est pas parce que quand on est sous stress, quand on a des gens qui nous regardent, qui nous scrutent même, en plus là c'est un jury, donc ils vont tout étudier. On a un peu tendance à se recroqueviller, à s'auto-protéger. Ça veut dire qu'on adopte une posture de repli, dos voûté, tête baissée, on croise les mains, on se tient les mains, etc. La première chose que vous devez faire quand vous arrivez devant le jury, et avant même d'arriver devant le jury, j'ai envie de dire, redressez-vous. Ouvrez votre cage thoracique. Ayez l'air sûr de vous. Je dois le dire aussi, pensez à votre tenue vestimentaire. Alors, ça c'est un débat délicat, mais il faut l'avoir. Il faut l'avoir. Vous savez qu'on est dans un monde qui vit avec des codes. On ne s'habille pas pour aller au travail comme on s'habille pour aller à la plage. On se présente devant un jury, on veut faire bonne impression. Ou on a une intention différente. On veut les impressionner. Ou on veut retenir leur attention. Ou on veut les choquer. Peu importe. Et je n'ai pas à juger. Moi, je ne vais pas vous dire comment vous habiller pour aller devant le jury. Ce que je vais vous dire en revanche, c'est de savoir au moment où vous vous habillez, quel message vous voulez faire passer avec votre tenue vestimentaire. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire?
de vous habiller avec intention. Pas se dire, bon, je mets ça aujourd'hui et puis bon, ça va le faire. Non, là, vous allez devant un jury. Quel message je veux transmettre au jury? C'est vous qui choisissez le message que vous voulez faire passer, évidemment. Je ne vais pas vous dire, mettez-vous en veste et cravate. Je ne vais pas dire aux femmes, portez des talons. Je ne vais pas vous dire, soyez bien coiffés, mal coiffés, etc. Ce n'est pas mon propos. Et moi, j'estime que je n'ai pas à intervenir sur ça. Je vous dis juste, sachez ce que vous voulez faire. Si votre intention, c'est justement de marquer le coup et de les choquer, comment vous allez pouvoir vous présenter pour faire ça? Et est-ce que la tenue que vous avez sur vous là aujourd'hui permet de faire ça, par exemple? Vous voyez? C'est ce qu'on appelle s'habiller avec intention. Ça marche sur les pitchs, ça marche quand on a une réunion importante. Quel message je veux faire passer à cette réunion? Est-ce que je veux avoir l'air sûre de moi? Est-ce que je veux avoir l'air sérieuse? Est-ce que je veux avoir l'air coquette? Est-ce que je vais... Peu importe. Quel est le message que je veux faire passer et est-ce que la tenue que je porte correspond à ce message que je veux faire passer? Je vous conseille vivement d'y penser. Ça a l'air de rien. Ça a l'air anecdotique. Mais vous serez scruté des pieds à la tête. Sachez-le. Anticipez-le. Pensez-y. Est-ce qu'il y a des remarques par rapport à ça? OK. Moi, ça me semble important, hein, surtout devant un jury. Et donc, je disais, redressez-vous, habillez-vous avec attention. Ça permet aussi un élément important, la façon dont vous vous habillez, la façon dont vous vous présentez, la façon dont vous vous habillez, dont vous vous chaussez, peut vous permettre de vous sentir bien dans votre peau, de vous sentir à l'aise. Et vous avez besoin de ça face au jury. Tout ce qui vous permet de vous donner de l'assurance est bon à prendre. Il y a des personnes, par exemple, que vous voyez qui portent l'uniforme et qui ont une posture très différente quand elles sont en civil et quand elles sont en uniforme. Parce que l'uniforme leur donne une posture et qu'elles se donnent une posture avec l'uniforme. Et c'est la même chose. Pensez que ce n'est pas le moment d'avoir mal aux pieds, par exemple, et d'avoir un truc qui vous gêne, d'avoir un vêtement qui vous gratte, d'avoir quelque chose qui va vous perturber alors que vous avez 5 minutes là pour convaincre. Et pour être bon dans le discours et dans ce que vous montrez. Voilà. Donc, redressez-vous. Rapprochez vos omoplates. Vous comprenez l'idée? Rapprochez vos omoplates. Ouvrez vraiment la cage thoracique. C'est la même chose que la slide précédente, mais c'est dit différemment. Parce que, ouais, on se redresse, mais voilà, faites l'exercice avant d'y aller. Au moment où vous attendez votre tour, rapprochez vos omoplates, ouvrez la cage thoracique, ça vous permettra de mieux respirer. Et vous avez besoin de respirer à l'heure qu'il est. Parce que vous serez stressé, forcément. Un chouïa. Si vous êtes trop blasé, ce n'est pas bon non plus, hein. Voilà, donc c'est bien d'avoir un petit stress, mais pas trop, il ne faut pas que ça vous bloque. Et on a tendance à se bloquer quand on est un peu voûté, quand on se referme. Ouvrez et montrez une posture d'ouverture. On va plus facilement vers les gens qui ont l'air ouverts que les gens qui ont l'air fermés. On écoute plus facilement les gens qui ont l'air ouverts que les gens qui ont l'air fermés. Vous êtes d'accord avec moi, je pense. Avoir une gestuelle maîtrisée. Alors ça aussi, ça fait débat. Pourquoi? J'essaye de revenir vers vous, voilà. Je vois très souvent des personnes qui viennent pitcher et qui ont les mains comme ça. Et qui ont les mains comme ça parce qu'on leur a appris à mettre les mains comme ça.
en leur disant, maîtrisez vos mains. Je ne suis pas forcément d'accord avec ça. Alors, je ne dis pas qu'il faut parler comme les Italiens ou qu'il faut avoir des gestes qui partent dans tous les sens. Mais plus vous aurez l'air, pardon, naturel, et mieux votre message passera. Et si vous êtes comme ça, vous aurez l'air coincé. Vous allez répéter quelque chose que vous avez appris par cœur, avec l'intonation même peut-être de la récitation. Et c'est tout sauf propice à donner envie. Vous me comprenez, je pense. Quand on parle sans y penser, quand on est avec nos amis, nos mains ont la parole. Nos mains disent des choses. Laissez-les dire, laissez-les faire. Laissez-les nous montrer que c'est 2%, pas 3%. Laissez-leur nous dire que ça, c'est l'élément marquant de votre innovation. Nous parlons naturellement avec les mains, peu ou prou. Laissons-les faire. C'est toujours mieux que d'avoir les mains, les bras du corps, les bras, pardon, que d'avoir les bras le long du corps, excusez-moi, ou derrière le dos, ou les bras croisés, ou comme ça, ne pas trop savoir quoi en faire et avoir l'air gêné. Parlez au jury comme vous parlez à un enfant de 12 ans. Parlez-nous naturellement. Voilà. Ayez des gestes naturels et spontanés. Ça marchera toujours mieux. Alors oui, il y a plusieurs écoles. Moi, je dis attention à ne pas faire n'importe quoi, mais ayons l'air naturel. Quelqu'un qui pitch comme ça, on a l'impression qu'il nous cache quelque chose, ou qu'il ne dit pas tout, qu'il s'efforce à dissimuler quelque chose, à dissimuler peut-être une façon d'être qu'il ne veut pas nous montrer. Du coup, qui est cette personne qui est devant nous? Qui est-elle? Et pourquoi on va lui faire confiance? Pourquoi moi, investisseur, je vais lui donner mes sous? Ou pourquoi moi, expert en montage de dossier, je vais aller passer du temps avec elle? Pourquoi je vais lui donner si elle ne me donne pas? Et de ce que je vois, elle ne me donne pas grand-chose d'elle. On a besoin du capital confiance. Ça passe par le naturel, ça passe par les mains. On va comprendre aussi que vous soyez stressé. C'est évident. Ça va se comprendre. Mais moins vous allez nous le montrer, plus vous allez nous montrer que vous êtes en confiance et que vous faites confiance à votre produit, et plus nous, on aura confiance en vous. Donc, une gestuelle maîtrisée, attention aux gestes parasites. Faites attention quand même aux gestes parasites, ce que j'appelle les gestes parasites. Vous serez impressionné, vous n'aurez pas beaucoup de temps, vous aurez tendance ou à vous laver les mains, vous voyez le geste? On parle souvent comme ça quand on est un petit peu gêné, on cherche un peu ses mots, etc. Vous allez peut-être vous gratter la tête, vous mettre les cheveux derrière les oreilles, vous touchez le bras, voilà. C'est ce qu'on appelle les autocontacts. Quand vous vous touchez vous-même, quelque part, et inconsciemment, hein, sans vous en rendre compte, vous cherchez à vous rassurer. C'est le contact de la mère et du bébé. Si vous cherchez à vous rassurer, c'est que vous n'êtes pas rassuré. Si vous n'êtes pas rassuré, c'est que vous n'êtes pas en confiance. Ça se voit. N'oubliez pas, hein, 70% de non-verbal dans la communication.
Ce que vous ne voulez pas dire, votre corps va le montrer si vous ne le maîtrisez pas. Donc, attention aux autocontacts. Voilà. On se rassure, parfois on se tient la main de façon un peu serrée parce que voilà, on cherche quelque chose à quoi se raccrocher. Mais si vous avez un bon produit, une belle innovation, accrochez-vous à ça plutôt qu'à vous-même. De façon, voilà. C'est ça que j'appelle les gestes parasites. Et c'est pourquoi il faut s'entraîner. Parce qu'en vous entraînant, vous allez repérer très vite chez les autres leurs gestes parasites. Et ils vont les repérer chez vous. Ils vont pouvoir vous dire, là, attention quand même, là, tu t'es gratté le dos, là. On sentait que tu n'étais pas à l'aise à ce moment-là. On sentait que telle information que tu nous as donnée, tu ne la maîtrisais pas. On sentait que tu avais peur quand on te pose telle question. Ou on t'a posé telle question, tout de suite, tu t'es gratté la tête. Et que parfois, il ne faut pas hésiter à dire. C'est une question sur laquelle on doit encore travailler, que d'aller inventer une réponse qui n'existe pas en se grattant la tête et qu'on a déjà vu avant même que vous n'ouvriez la bouche, que vous ne savez pas ce que vous allez dire. OK? C'est OK pour vous, là, jusqu'à maintenant? Oui, c'est OK. D'accord. J'espère que vous apprenez des choses quand même un petit peu. Oui. Pas un petit peu, on apprend beaucoup. OK. Donc, une gestuelle maîtrisée. Le contact visuel. Ça aussi, c'est quelque chose qui fait peur. On se demande souvent où regarder, qui regarder. Parfois, on vous dit, quand vous êtes face à une salle, regardez au fond de la salle et regardez personne, ou bien regardez tout le monde, avoir le regard qui balaye, etc. Moi, je vais vous dire, vous avez un jury devant vous de combien, Madame Germani? 6 personnes? Vous m'entendez, Madame Germani? Bon, je pense qu'il y a 6 ou 7 personnes dans le jury. Pardon? Combien de personnes au jury, s'il vous plaît? Il y aura entre maximum 5 ou 6 personnes. OK, merci. Donc, vous aurez maximum 6 personnes devant vous. Vous devez gratifier chaque personne d'un contact visuel direct. Vous devez parler à tout le monde. Tout le monde doit se sentir engagé et chacun doit avoir l'impression que vous vous adressez à lui personnellement. N'oubliez pas que vous soignez nos bobos. On ne peut pas imaginer, si on peut l'imaginer d'ailleurs, en plus on peut très très bien l'imaginer. Vous êtes aux urgences à l'hôpital de Cayenne. On soigne tout le monde. Les gens qui étaient là avant vous, mais les gens qui sont arrivés après vous. Et vous, on vous saute. Qu'est-ce qui se passe? C'est la même chose. Les gens dont vous évitez le regard se sentent exclus. Et s'ils se sont exclus, ils n'ont aucune raison de s'intéresser à votre projet. Vous êtes face à un jury, là, ce n'est pas une salle pleine de monde, ce n'est pas un spectacle, ce n'est pas une conférence. Il y a 6 personnes devant vous. Ces 6 personnes-là doivent avoir l'impression que vous leur parlez à chacune. Un coup à droite, un coup à gauche, un coup devant. Je reviens là, je reviens là, je suis là, je suis là, je vous parle, messieurs, dames. C'est à vous que je m'adresse. Est-ce que vous imaginez que je puisse dormir sans climatisation en plein mois d'octobre, alors que les moustiques commencent à arriver? Je n'ai pas de moustiquaire. Sauf qu'aujourd'hui, j'en arrive à un stade où je ne peux plus payer ma facture d'électricité. Vous avez vu un peu le mouvement? On s'adresse à chacun. Regardez-les. Parce que moi, je vous dis, si vous avez peur de me regarder, moi aussi, j'ai peur de vous. Hein. Ils ne vont pas vous manger. Ils sont là de toute façon pour ça. Parlez-leur. Ne regardez pas au sol. Ne regardez pas dans le vide. Ne regardez pas en l'air.
Vous vous adressez à des gens. Et ils doivent sentir que vous vous adressez à eux. Parce que vous avez besoin d'eux. Pas l'oublier. Est-ce que vous êtes un peu gêné avec cette question de regard? C'est une des choses qui gêne le plus en général. Non, vous êtes à l'aise avec ça, tous? OK, on va dire oui, on va dire oui. Mais ça aussi, on s'entraîne à ça. Il faut s'entraîner à ça. Si vous vous entraînez à faire, vous pouvez vous entraîner à lire un texte en attendant le hackathon, par exemple. Vous pouvez vous entraîner à lire un texte à vos enfants, à vos amis, vous en mettez 3 devant vous, et vous vous entraînez à leur parler, à leur raconter l'histoire, mais en les regardant les uns et les autres, tour à tour. Tour à tour. Il faut ce contact visuel. Parce que ce qui se passe, c'est que dans un jury, il y a toujours une personne qui a l'air de s'intéresser un peu plus que les autres. Vous risquez de vous accrocher à cette personne. Parce que ça va vous aider, hein, ça sera comme une béquille, mais vous allez oublier les autres. Ah, si vous ne me regardez pas, je suis vexée. Hein. Et si je suis vexée, je ne sais pas si je vous donne les 3 000 €. Hein. Donc, le contact visuel, engageant, bienveillant. Hein. Ne me regardez pas méchamment, les gens. Bienveillant et convaincant. Parce que vous voulez me convaincre, vous voulez nous convaincre. Donc, un regard convaincant qui montre que vous savez de quoi vous parlez. Souriez. Ça aussi, ça a l'air basique. Et pourtant, et on sait que quand on est stressé, c'est parce qu'on fait le plus facilement. Donc, vous arrivez, souriez, regardez-les. Et si après, vous arrivez sur une question plus, comment dire, plus sérieuse, vous ajustez. Évidemment, vous n'allez pas continuer à sourire bêtement alors que vous êtes en train de parler de quelque chose de grave et qui peut peut-être tuer des gens, je ne sais pas. Mais montrez-vous comme une personne engageante, conviviale, ouverte. Encore le mot de l'ouverture. Si vous faites vos omoplates se rapprocher dans votre dos, vous êtes dans l'ouverture, vos gestes sont fluides et vous souriez, vous aurez forcément l'air sympathique. Et quelqu'un de sympathique qui a l'air d'être dans l'ouverture, on lui fait plus facilement confiance. C'est ce que vous recherchez. Est-ce que vous savez que 40% de l'effet lors d'un discours, une conférence, un propos, repose sur le ton de la voix et la manière de parler? Là aussi, on aborde un sujet important. La voix se module. Si pendant 5 minutes, vous parlez sur le même ton, avec la même vitesse, un peu speed en plus parce que vous avez 5 minutes et vous voulez dire beaucoup de choses. La voix haut perché, parce qu'en général, quand on est stressé, la voix se perche haut. Au bout de quelques secondes, il faut le savoir, hein, on aura décroché. Alors, je vous l'ai dit en ouverture, j'ai fait le plus gros de ma carrière dans le journalisme. J'étais journaliste télé et radio. J'avais une préférence pour la radio parce que je considérais qu'en radio, on m'écoutait plus qu'on ne me regardait. Et c'était très vrai. Donc, vous êtes en télé, on regarde comment vous êtes coiffé, comment vous êtes habillé, comment vous êtes maquillé. Et ensuite, on va éventuellement écouter ce que vous avez à dire. En radio, en revanche, il y a des voix, on n'arrive pas. Ça passe pas. Il y en a d'autres qui sont très agréables et qui vont faire qu'on va les écouter, on va les entendre. La modulation de la voix est quelque chose qui se travaille et qui s'apprend. Plus vous serez stressé, plus votre voix sera au perché. Et on va voir un peu plus loin comment gérer un peu le stress.
Mais sachez que plus vous serez stressé, plus votre voix sera au perché et plus votre débit sera rapide. Ça veut dire qu'avant votre présentation, il y a peut-être quelqu'un d'autre qui est en train de passer avant vous. Vous êtes un peu à l'écart, vous vous redressez. Vous essayez de vous ancrer avec les pieds un peu écartés, les jambes un peu écartées, les pieds bien ancrés dans le sol. Comme je vous l'ai dit, les omoplates se rapprochent. Vous respirez. On va parler de la respiration tout à l'heure. Et vous vous dites, je mets le frein. Vous vous imaginez en voiture à une vitesse un peu trop rapide et vous approchez d'un virage dangereux. Vous êtes sur la route de Saint-Georges, là, la route de l'Est. On roule vite, sauf qu'on sait qu'il y a des trous et il y a des virages serrés. Et on arrive près d'un virage qui est de façon un peu trop rapide. Vous savez qu'il faut freiner, il faut ralentir. Imaginez-vous exactement dans la même situation à quelques minutes de votre passage devant le jury. Naturellement, de façon inévitable, votre débit sera rapide, votre respiration sera accélérée, votre voix sera au perché. Mettez le frein. Dites-vous mentalement, j'appuie sur le frein. Je ralentis la respiration. Je redescends ma voix dans mon intérieur. Je la pose et j'y vais tranquillement. Et quand vous allez minuter vos 5 minutes, quand vous allez vous entraîner, ce n'est pas minuter les 5 minutes à toute vitesse. Minutez les 5 minutes en parlant lentement pour avoir le moins de mots possible à dire dans ces 5 minutes-là. Et que le message soit quand même efficace en fonction des 5 étapes qu'on a vues précédemment. Une voix au perché est désagréable à l'oreille. Par effet de miroir, une personne qui respire vite va faire que les autres en face d'elle vont respirer rapidement aussi et vont se sentir stressés, vont ressentir son stress. Et une personne qui parle d'une voix monocorde va nous ennuyer. Et pourquoi je vous parlais de la radio tout à l'heure? Parce qu'une chose qu'on apprend en école de journalisme, et notamment quand on fait de la radio, c'est que l'oreille humaine décroche au bout de 40 secondes. Pourquoi les journalistes coupent tout le temps les interviews, là, court, et les gens disent, mais ils ne nous laissent pas parler, et ils coupent trop et tout ça? C'est parce qu'un journaliste travaille pour un média qui n'a pas envie de perdre ses auditeurs, qui a besoin d'audience, et qu'on sait qu'au bout de 40 secondes, les gens, ils ont décroché. Ça veut dire qu'au bout de 40 secondes, il faut relancer sur un autre sujet ou autrement sur autre chose. Si vous parlez pendant plus de 40 secondes de la même manière, on ne va plus vous suivre au bout d'un moment. Il faut moduler la voix. Quand vous arrivez avec vos statistiques, comme je viens de le faire là, savez-vous que 70% de ce qu'on dit est non-verbal? Il y a des pauses, on appuie sur des mots. Je m'avance un peu pour vous le dire. Et j'instaure un contact. Si je vous dis en revanche, j'avais seulement 10 ans et pas 1 euro en poche, et pourtant j'ai réussi une belle carrière dans l'entrepreneuriat, je vous parle sur le ton de la confidence. Vous avez vu que je ne vous parle pas avec la même tonalité. La voix se module. Vous devez jouer avec ça dans votre texte. Identifiez les passages où vous devez changer de ton, changer de vitesse, où vous devez visuellement montrer aux gens que vous vous rapprochez d'eux pour leur parler. Vous instaurez un lien de confidentialité. C'est entre nous, mais vous savez que voilà, ça se passe comme ça. Et moi, c'est ça que je vous apporte. Ne le dites pas trop parce que d'autres investisseurs vont venir.
Jouez avec votre voix, jouez avec les modulations, jouez à jouer. Quand je dis jouer à jouer, c'est parce qu'il faut aussi le prendre comme un jeu. Ça va dédramatiser ce que vous êtes en train de faire, parce qu'il n'y a pas mort d'homme et que ce n'est pas si important en fin de compte. Si, l'enjeu est important, mais je veux dire que voilà, il n'y a pas mort d'homme. On n'est pas en train de piloter Boeing 747. On n'a pas 300 personnes à bord. Et on n'est pas en train de faire une opération à cœur ouvert. Et on peut s'amuser aussi avec ça. On peut s'amuser de nous-mêmes à jouer le truc et à moduler la voix pour ne pas ennuyer l'auditoire. Ça peut faire la différence. Ça a l'air de rien, une fois de plus, parce que je vous donne que des choses qui ont l'air vraiment basiques, hein, mais qui peuvent faire la différence. La voix se module. Le ton peut transmettre les émotions, voilà, ou nous ennuyer et nous faire dormir. Le ton peut être chaleureux, sérieux ou convaincant. C'est vous, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, pour la façon de s'habiller avec intention, en sachant quel est le message qu'on veut passer, qu'on veut faire passer. Avec votre voix, vous devez aussi l'utiliser avec intention. Quel est le message que vous voulez faire passer avec les mots, certes, mais avec la tonalité de votre voix. Le stress. Écoutez, c'est simple, hein? Voilà, respirez, 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 respirez. Mais pas à toute vitesse. Là encore, il y a des choses à dire. Je vous l'ai dit, quand on est stressé, le rythme cardiaque s'accélère. Est-ce que vous savez qu'il est possible de prendre la main sur les battements du cœur? Notre cœur bat sans qu'on y pense, ça se fait de façon machinale et automatique. Il est possible de prendre la main sur les battements de nos cœurs, de notre cœur. Il est possible de le forcer à ralentir en respirant tout simplement plus lentement. Efforcez-vous. On a l'impression d'étouffer au début. Efforcez-vous pendant que les autres sont en train de passer et que vous vous préparez à ralentir votre respiration. Vous respirez, vous inspirez sur 5 temps. Vous bloquez sur 5 temps. Vous expirez sur 5 temps. Vous inspirez à nouveau sur 5 temps. Vous bloquez sur 5 temps. Vous expirez sur 5 temps. Vous pouvez faire des recherches sur Internet ou sur YouTube. Ça s'appelle de la cohérence cardiaque. Ce sont de simples exercices de respiration qui aident quand on est stressé, ne serait-ce qu'au bureau. Vous faites votre exercice, personne ne sait ce qui se passe. Vous allez vous enfermer aux toilettes 5 minutes. 5 minutes par jour, 10 minutes. Si vous le souhaitez, ça suffit. Et vous avez sur Internet, sur YouTube, vous avez des exercices en plus visuels où vous voyez la boule qui monte et la boule qui descend et la boule qui monte. Allez chercher un petit peu, allez voir. Des exercices de cohérence cardiaque. C'est très efficace. Quand vous êtes en période de speed, prenez le temps de respirer. Si vous n'êtes pas des personnes qui êtes des grands méditants, qui aimaient la méditation, etc., ou le yoga, ou j'en sais rien, et en même temps, vous vous sentez speed, vous vous sentez stressé, vous vous sentez un petit peu trop... voilà. Arrêtez-vous 5 minutes. Un peu de cohérence cardiaque. Vous allez voir les effets. Et sur le track, ça marche très bien. Ça marche vraiment très bien. Je vous le conseille parce que quand on doit, comme ça, faire une intervention, la différence peut se jouer entre un qui ne maîtrise pas le stress et un qui est en totale maîtrise. Parce qu'il a fait ce qu'il fallait pour ça. Non, lui, on va le zapper un peu. OK. Je reviens sur le stress. Je reviens sur le stress.
Il y a d'autres moyens de lutter contre le stress qui ne sont pas très connus et qui pourtant fonctionnent aussi. Je vous l'ai dit, quand on est sous stress, notre cerveau, notre reptilien veut nous faire croire qu'il va nous arriver quelque chose de très dangereux, de très grave. Et donc, il met tout en place pour nous protéger, et etc. Si vous vous asseyez, je rigole parce qu'à chaque fois que je parle de ça, mes stagiaires sont toujours un peu étonnés, et vous mettez la tête entre les jambes, vous renversez votre tête. Voilà. Quelques secondes. N'allez pas vous rendre, voilà, machin, d'avoir des vertiges, mais quelques secondes, et vous faites descendre le sang dans votre tête. Votre cerveau est tellement occupé à gérer ce qui se passe là qu'il oublie de vous faire avoir peur. Et que le trac passe tout de suite. Une petite astuce à tester. Vous allez voir. Autre astuce également. Donnez-moi une seconde, je vais récupérer quelque chose pour vous montrer. Voilà, pardonnez-moi. Une paille. Alors, je sais, c'est pas écolo, hein, mais il y a des pailles écolo maintenant en carton. La mienne ne l'est pas. Je vous ai parlé de respiration lente et de cohérence cardiaque. Je vous conseille d'avoir toujours ça dans votre bureau. Une paille. Alors, celle-là, ou une en carton, ou vous achetez une, voilà, j'en ai une en plastique, ou en métal, ou comme vous voulez. Et vous respirez, vous vous efforcez pendant 2-3 minutes à respirer à travers la paille. C'est tout bête, mais ça vous oblige à respirer lentement. Ça fait redescendre le rythme cardiaque et ça déstresse. Voilà. Allez à votre présentation, à votre hackathon avec votre paille si vous n'arrivez pas à faire la cohérence cardiaque ou si, voilà. Arrangez-vous pour vous présenter devant le jury sans être totalement sous stress. Pour avoir la bonne posture, pour avoir la bonne tenue, avec l'intention que vous voulez faire passer et que vous puissiez vous concentrer totalement sur le message que vous voulez faire passer et sur la demande que vous avez à faire auprès de ce jury. Voilà. Je vais vous montrer maintenant, j'espère que le son va passer. Je vais vous montrer maintenant Est-ce que vous avez des questions sur ça d'ailleurs? La façon de se présenter physiquement, qui est au moins aussi importante que le texte que vous allez préparer. Non, Moi, ça messieurs, va. Moi, de mon côté, ça va. vous avez des inquiétudes sur ça? Oh non, pas du tout. Moi, ça C'est va. vrai? Vous êtes à l'aise? Vous êtes à l'aise en public, pour parler en public? Oui, en fait, moi, de mon côté, j'ai un peu l'habitude, hein, puisque Ok, en Master Énergie, on fait pratiquement des présentations tout le temps. ok, Donc, d'accord. donc c'est quelque chose que j'ai quand même dans mes cordes, quoi. Maintenant, après, il y a ce qu'on vient d'apprendre tout à l'heure, les stratégies d'accroche qu'il faut mettre en place parce Oui, que le temps, oui, il est limité. Donc, à la base, la problématique, c'est pas de faire un discours sur quelque chose qui sera plus lent, mais plutôt quelque chose de bref et de très précis. c'est ça. Il ne faut pas essayer Mhm. de faire rentrer une pointure 43 dans un 37, hein. Exactement. Parce que c'est l'habitude qu'on a souvent. On se dit, bon, je vais dire un maximum de choses et je n'ai pas beaucoup de temps. Non, il ne faut pas dire un maximum de choses, il faut dire les bonnes choses. Je le redis. Mm. Donc, il ne faut pas écrire un long discours et puis se dire, je vais le dire rapidement, hein. Ça, c'est nul, hein. Mhm. Ça, c'est pas bon du tout. Exactement. C'est pas bon du tout. OK, et la posture et l'expression, tout va bien? J'ai vu Oui, pour Keïta moi, m'a tout mis va un bien. pouce tout à l'heure, j'ai bien vu.
Oui, D'accord, effectivement. Merci. Oui. Vous êtes à l'aise, vous aussi, dans l'expression orale? Euh, Bon, je me démerde. On va essayer de s'améliorer. C'est l'essentiel. OK, ça marche. Et les autres aussi, je ne vois pas bien les noms. Ah, si je mets pas mes lunettes, je ne vois rien. Mathieu, je ne sais pas si j'ai déjà entendu Mathieu, tiens. Mathieu, Davina, ça va pour vous? Oui, pour moi, ça va. OK. Ah oui, vous m'avez dit ça va déjà, oui. Nicolas, c'est bon? Oui, ça va, D'accord. merci. Pas de On problème. va regarder un pitch. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Et vous allez me dire si vous reconnaissez les étapes qu'on a vues précédemment. Et si pour vous, c'est un bon pitch, si ce n'est pas un bon pitch, est-ce qu'il aura manqué? Vous voyez, vous entendez? Oui. Vous entendez tous? Moi, par exemple, je n'entends pas. Non. Mhm. Moi non plus. Moi non plus. Oh Non, du tout. non, c'est ce que je craignais. Vous n'entendez pas? Hmm. Ok, je ne sais pas, Madame Germani, comment fait-on pour qu'on puisse nous entendre ma vidéo? Vous ne savez pas? Euh, non, là, vous m'avez mis un bug là. Ah, Je regarde, je vois si je peux le lancer de mon côté en allant directement sur YouTube. ah, ok, Il d'accord. s'appelle, on ne sait Romain jamais, il Bouillet, s'appelle. pitch Trizy en 3 minutes au Grand Prix Gabriel. On va voir si ça fonctionne. Alors, je tente chez moi, hein, d'accord? D'accord. On Est-ce qu'il faut que moi verra. j'arrête le partage de connexion pour que ça marche pour vous? Pas spécialement? Pas forcément. Non. D'accord. Est-ce que là, vous voyez? Non, là, vous voyez, vous. Hop. Est-ce que vous voyez l'écran? Oui, 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 Et oui, vous oui. entendez? Bonjour à tous, je m'appelle Romain. Oui, c'est bon, moi, j'entends. Oui, oui, Si, là c'est c'est bon, bon. on entend. OK. De Trizy, et je suis mentaliste. Si par exemple je vous affiche ces images, je sais exactement ce à quoi vous allez penser. On va vérifier ça tout de suite. Je vais me connecter à vous. Ok, ok. Je vois une poubelle de déchets. C'est contraignant, chronophage. Ouais, ok. C'est compliqué. Ça sent mauvais. Ok, ok, c'est bon. On est d'accord, c'est compliqué et on n'a pas du tout envie de s'y intéresser. Il est vraiment là le problème en fait. Mais quand bien même vous allez vouloir vous y intéresser à vos déchets, vous allez être confronté au deuxième problème, l'accès à l'information. Aujourd'hui, savoir comment bien jeter son pot de yaourt, c'est un vrai parcours du combattant. Et finalement, on ne prendra pas toujours les 5 ou 10 minutes pour trouver la bonne information et pour faire le bon geste. Et c'est le hasard qui décidera pour nous du geste qu'on fera ou pas. Et nous, on n'a juste pas envie de laisser l'avenir de notre planète entre les mains du hasard. Et c'est pour ça qu'on a créé Trizy. Notre ambition avec Trizy, c'est de rendre les déchets plus sexy, pour qu'on s'intéresse enfin à eux et ensuite qu'on puisse faire le bon geste. Alors, on y a cru, mais on a dû se rendre à l'évidence, notre panda licorne ne suffira pas. Du coup, on a créé le premier chatbot zéro déchet pour accompagner les collectivités dans la réduction des déchets. Concrètement, Trizy, c'est un chat que vous retrouvez sur le site de votre ville avec lequel vous allez pouvoir discuter, poser toutes les questions autour des déchets et vous apportera des réponses de manière ludique, instantanée, efficace et personnalisée. Mais surtout, en plus de la bonne consigne de tri, Trizy vous donnera des conseils zéro déchet, anti-gaspi, do it yourself. Mais surtout, il va aussi vous mettre en avant plein de structures du réemploi à côté de chez vous. Des structures de l'upcycling, des ressourceries, des recycleries, tous ces projets qui sont autour de vous que vous ne connaissez pas et qui demandent qu'à être connus. Et ces projets, vous les retrouvez aussi sur notre cartographie dynamique qui permet de mettre en avant toutes ces solutions-là à côté de chez vous, avec les accès, les liens, Google Maps, Waze. Bref, c'est simple, efficace. Et c'est de ça dont on a besoin. Alors, je pourrais vous dire que toutes ces idées, je les ai eues tout seul dans mon garage, ça ferait une belle histoire. Mais la réalité, c'est que Trizy, on l'a co-créé avec 3 collectivités qui nous ont fait confiance depuis le début. Et aujourd'hui, c'est
plus de 15 collectivités qui ont rejoint l'aventure. Avec elles, on a déjà évité plus de 80 000 déchets. On travaille au quotidien avec plus de 100 partenaires du remploi. Et cet impact, c'est réellement notre fierté. Alors, vous l'aurez compris, on prône un monde plus circulaire. Alors, soyons circulaires dès maintenant. On va revenir au début de la présentation. Vous vous rappelez de la slide avec tous les déchets? Je veux juste vérifier quelque chose. Je vais me reconnecter à vous si vous le voulez bien. OK. Génial. Vous voyez plus des déchets, vous voyez des ressources. En plus, vous avez même parlé avec Trizy pour savoir le bon geste à faire. Vous avez vu tous ces projets que vous avez découverts? C'est génial. Finalement, vous êtes la preuve qu'en moins de 3 minutes, on peut changer les choses. Et vous l'avez peut-être remarqué, mais on aime bien les pandas. Mais derrière les pandas, il y a une équipe de 6 personnes engagées à mes côtés. Il y a quelques mois, on était sur Terre. Et puis, on a rejoint un programme qui s'appelle Entrepreneur for Good, qui nous a emmenés dans les nuages. Et moi, mon rêve, c'est que ce soir, grâce à vous, avec le prix Gabriel, on aille dans les étoiles pour inspirer les générations futures, pour décupler notre impact et pour faire de Trizy la référence en France et partout ailleurs. Merci beaucoup. Bravo. Et merci, Madame Germani. Avec plaisir. Alors, J'arrête le partage. oui. Déjà, d'une manière générale, qu'est-ce que vous en avez pensé? Il bouge de trop, il parle trop vite. Lui, il avait 3 minutes. Il avait 3 minutes. Et en plus, il bougeait de façon saccadée parce que l'image était un peu saccadée. Hein. L'image est un peu saccadée. On voit qu'il est stressé. Son stress, il est palpable. Ça se voit. Les autres, vous en avez pensé quoi? De prime abord, comme ça. Mais moi, j'ai l'impression que Visuellement. c'est un peu du stand-up, quoi. Il faut surjouer, il faut. Ça, je sais pas si je sais faire ça, en fait. C'est du stand-up, il faut surjouer. Moi, je n'aurais pas dit ça comme ça, même si c'est un peu ça. Vous n'avez pas tort. Oui, mais ça peut le faire. Vous n'avez pas tort. Mais je n'aurais pas dit ça comme ça. J'aurais dit que vous voulez convaincre. Vous voulez convaincre et vous avez quelque chose à gagner. C'est comme un enfant qui veut amadouer un peu ses parents. Il aura la voix appropriée, il va flatter un petit peu. Maman, tu es la meilleure maman du monde. Est-ce que je peux prendre le gâteau au chocolat dans le frigo? Et est-ce que vous savez faire ça ou pas? Je suis sûre que oui. J'aimerais bien vous poser une question, madame, si ça ne vous dérange pas. Je vous en prie. Quelle est la différence entre la vidéo qu'on vient d'observer à un instant? On voit là où il veut, ce qu'il veut vendre, mais entre vendre des appareils, vendre des vêtements ou de la médecine, est-ce que le pitch, le déroulement doit être le même ou doit se positionner par rapport à l'article qui doit être vendu? J'ai envie de vous dire que ce n'est pas tant le produit qui compte, mais ce que vous voulez en obtenir. Autrement dit, si vous avez quelque chose que vous voulez obtenir des gens qui sont en face de vous, alors le parcours que je vous propose est censé vous permettre d'obtenir ça, d'aller vers ça. Excusez-moi, Faut en fait, accrocher les gens pour qu'ils vous écoutent. je vais reformuler. Je me Oui. suis mal. D'accord. En fait, est-ce qu'il faut s'adapter par rapport à ce qu'on doit vendre ou on doit garder toujours le même style qu'on a observé dans toute vente, toute démarche à suivre, ou sinon s'adapter, c'était savoir juste ça. Je ne sais pas trop comment vous répondre pour être très honnête. Parce que pour moi, ce n'est pas le produit qui compte. Pour moi, ce n'est pas le produit qui compte. C'est vraiment
le pourquoi on fait le pitch. Vous comprenez? Je ne sais pas si je réponds à votre question, si je réponds bien à votre question. Mais si, là, on est sur de la transition énergétique. Mais si vous devez vendre, vous devez proposer un produit, je ne sais pas, vous voulez installer un skatepark quelque part. Et vous êtes devant une municipalité et vous leur expliquez pourquoi ils doivent vous accompagner sur ça. Il va falloir que vous les accrochiez pour les intéresser. Il va falloir leur montrer que ça leur manque. Et ce que ça provoque comme, ce que ce manque, cette frustration, ce que ce manque peut provoquer comme frustration chez les jeunes du quartier ou de la ville. Et en quoi c'est embêtant pour la mairie d'avoir des jeunes frustrés qui font n'importe quoi. Il va falloir leur expliquer en quoi ce que vous proposez, c'est intéressant et innovant et ça va apporter des réponses à leurs problèmes. Il va falloir leur donner la preuve de ça. Et il va falloir en arriver à leur demander, à leur dire, qu'est-ce que vous attendez d'eux pour vous aider dans votre projet? Vous voulez vendre un médicament à une pharmacie ou à un médecin pour lui expliquer que c'est le médicament qui va soigner telle maladie, c'est le même procédé. Ce sont des étapes qui, quel que soit le produit, quel que soit le domaine, quand je vous dis faire une belle accroche, quel que soit le sujet, trouvez l'accroche qui va faire qu'on va vous écouter. Parce que vous avez besoin qu'on vous écoute. C'est ça le but. Ça répond à votre question ou pas? Oui, ça répond clairement à ma question. Mais en fait, c'était basé sur la vidéo qu'on a vue. Oui. Comme la personne avait des postures bien précises, il y a un public bien précis et des arguments bien précis. Et bon, dans mon imaginaire, je l'ai positionné dans d'autres cas de figure où il aura affaire peut-être à d'autres personnages. Je me suis dit, mais est-ce que l'attitude, la manière dont il s'y est pris, même s'il a suivi toutes les règles de communication, est-ce que ces attitudes-là peut être l'attitude qu'on a observée sur la vidéo YouTube? Est-ce qu'on peut la positionner dans n'importe quelle circonstance avec n'importe quel jury? C'était dans ce sens-là. D'accord, j'ai compris. Je pense que oui, mais qu'il faut adapter. Si vous êtes devant une classe maternelle, vous allez devoir adapter le vocabulaire, les tonalités de voix et les explications. Alors que si vous êtes devant un parterre de scientifiques, vous aurez peut-être un autre langage. Quoi qu'il en soit, autant les scientifiques que les enfants, il faut les intéresser, en fait. Après, oui, il y a aussi des différences. Là, on a vu sur la vidéo quelqu'un qui est devant un parterre, devant un public. Vous, je ne sais pas s'il y aura un public, il y aura un jury, en tout cas, ça c'est sûr. Donc, vous aurez des personnes bien précises à devoir convaincre. Lui, sur sa vidéo, je ne vois pas bien l'appel à l'action. Je ne sais pas, vous, si vous l'avez repéré, mais moi, je n'ai pas bien compris qu'est-ce qu'il veut. Mais je ne sais pas qui est le public qu'il a devant lui, précisément. Il ne demande pas d'argent, il dit juste, venez avec moi, j'espère qu'on va rêver ensemble, on va aller dans les étoiles, tout ça. OK, mais tu veux quoi? Je ne sais pas. Pour moi, l'appel à l'action n'est pas clair. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé. Merci de toutes ces informations-là. Merci, madame. Avec plaisir. Est-ce que vous voulez me dire autre chose sur la vidéo? Est-ce que vous avez repéré les étapes par lesquelles il est passé? Vous avez vu son accroche? Avec ses poubelles. Il nous les donne à voir. Il va jusqu'à nous parler de l'odeur. Et quand il le dit, l'odeur, on l'imagine facilement. Hein? Voilà, donc il va chercher nos sens, il va chercher nos sensations. Quand il me montre toutes ces poubelles de toutes les couleurs, là, moi, ça me parle, mais à 100%. Alors, on n'est pas tous pareils. Mais moi, toutes les poubelles de toutes les couleurs, moi, je ne sais jamais qu'est-ce qu'il faut mettre dans quelle poubelle. Du reste, c'est plus moi qui m'en occupe parce que je suis nulle dans ça. Mon mari gère. Lui, il connaît par cœur. Voilà, bon, ben, OK. J'ai enlevé ça de ma tête.
Parce que les poubelles, je n'arrive pas. Bon, il faut dire que je vous expliquais, j'ai aussi beaucoup voyagé et que d'un pays à l'autre, y compris en territoire français, d'un pays à l'autre ou d'une région à l'autre, les poubelles, elles n'ont pas les mêmes couleurs. Et on ne met pas exactement les mêmes choses ici et là. Bon, moi, je n'arrive pas. Donc, quand il me montre toutes ces poubelles, ouais, je sais, je comprends. La douleur, là, je la connais. Mais je n'ai pas bien compris la solution, hein, pour tout vous dire. Je n'ai pas compris la solution. Mais la douleur, par contre, je l'ai identifiée. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres remarques sur la vidéo, d'autres questions? Comme l'a fait Keita? Non? Et on s'avance tout doucement vers la conclusion. Alors, donc, le jury, il va vous poser des questions. Je vous conseille, tout ce que vous n'avez pas pu dire dans votre présentation de 5 minutes, d'essayer de le fourguer dans les réponses aux questions. C'est une astuce. Quand on vous demande pourquoi votre solution est-elle la meilleure, ouais, pourquoi elle est meilleure que celle qui existe déjà, ça va peut-être vous donner l'occasion d'apporter des réponses en apportant des éléments que vous n'avez pas pu dire dans le pitch. C'est sûr qu'ils vont vous demander comment vous allez financer le projet. Combien ça coûte tout ça? Évidemment qu'on va arriver à la question financière à un moment. Votre prototype est-il fonctionnel et testé? Bon, là, peut-être pas en 24 heures, vous n'aurez peut-être pas eu le temps d'avoir un super prototype. Néanmoins, j'insiste sur cette partie. C'est un procédé qu'utilisent beaucoup les hommes politiques quand ils font des interviews. Gardez la main. C'est-à-dire que même quand le jury vous pose des questions, il ne faut pas que le jury prenne la main sur vous. Gardez la main sur votre projet. Quelqu'un vous pose une question qui vous dérange. Évitez de montrer que la question vous dérange ou que vous n'avez pas la réponse. Et contournez le problème. Je vous remercie d'avoir posé la question. Je suis ravie que vous posiez cette question. Car justement, c'est l'un de nos axes de réflexion. Évidemment, en 24 heures, là, ça n'a pas été possible. Mais nous sommes conscients qu'il va falloir travailler grandement là-dessus. D'ailleurs, nous avons déjà quelques pistes, voilà, ce qui me permet de vous dire que, et vous bifurquez sur une autre information que vous n'avez pas pu donner dans le pitch, mais que vous tenez à leur fourguer quand même. Est-ce que vous avez compris l'astuce? Oui. Évitez de dire « je ne sais pas ». Évitez de dire « je ne sais pas ». Justement, ça fait partie des choses qu'on n'a pas encore eu le temps de développer là, mais on va le faire. D'ailleurs, on sait déjà qu'il y a d'autres choses dont vous avez besoin de parler et que vous avez besoin de dire, que vous n'avez pas eu le temps de dire. Gardez la main. On vous pose une autre question dérangeante. C'est peut-être pas en ces termes que la question se pose. Permettez-moi de la mettre en perspective avec tel élément dont je n'ai pas eu le temps de parler tout à l'heure. Arrangez-vous pour donner d'autres informations sans donner l'impression que vous ne répondez pas aux questions. Les politiques sont très forts pour ça. On va essayer de ne pas faire de langue de bois, parce qu'en 5 minutes, c'est sûr que vous ne pourrez pas tout dire. Donc, vous en aurez encore sous la semelle. Et c'est le moment, au moment des questions, c'est le moment pour donner des réponses. Ne répondez jamais par oui ou par non. Jamais. Enfin, bien sûr, vous pouvez dire, ce n'est pas le jeu de ni oui ni non. Hein. Oui, vous pouvez dire non. Mais ne vous contentez pas de ça.
Ne vous contentez pas de ça, vous avez trop d'informations à donner. Et en plus, ça leur montre que, un, vous maîtrisez votre sujet. Deux, vous ne vous laissez pas démonter. Voilà. Et trois, vous avez bien travaillé le truc. Et vous êtes avec eux. Vous n'avez pas peur de leur répondre. OK? Sur ça, une question? Non? OK, on enchaîne. Et donc, l'art du pitch, en conclusion, votre solution est la meilleure parce que vous y croyez. Ayez confiance en vous et en votre projet. Si vous, vous êtes sûr de vous, ça donnera confiance en tout cas aux personnes qui seront en face de vous. Votre solution est la meilleure. Vous devez en être convaincu pour convaincre les autres. Et là, on n'est pas là pour faire de la... Comment dire? Pour se la péter ou je ne sais pas quoi. C'est pas ça, c'est un concours. Hein? C'est un challenge. Donc oui, la vôtre est la meilleure. Forcément. Et c'est la meilleure parce que vous y croyez. Et vous y croyez parce que vous avez identifié un vrai problème. On revient sur les étapes là. Vous y croyez parce que vous avez identifié un vrai problème et vous apportez une réponse concrète. Voilà. Vous êtes un peu Zorro. Il y a un problème, Zorro est arrivé, il apporte la réponse. Votre projet repose sur des faits, des chiffres et des tests solides. Vous avez des données, des statistiques. Vous n'avez pas eu le temps de faire une grande étude de marché, mais vous avez quand même quelques éléments. Vous avez des tendances. Votre projet repose sur des faits, des chiffres et des tests solides. Vous avez une vision qui est claire et un plan d'action bien établi. Vous avez prévu un début, un milieu, des étapes, un plan marketing, et etc. Vous avez prévu une étude de marché, même si vous n'avez pas encore pu la faire complètement, et vous avez prévu de travailler un business plan. Et même si vous ne pouvez pas vous présenter là avec un business plan hyper ficelé, évidemment, vous avez quand même une idée de la façon dont vous allez financer tout ça. Et vous avez aussi une idée fine de l'expertise dont vous pourriez avoir besoin, de l'ingénierie dont vous pourriez avoir besoin. Parce qu'on ne peut pas tout savoir et c'est OK de ne pas tout savoir. Vous faites confiance à votre solution pour améliorer la vie de vos utilisateurs. Ne pas oublier cette étape. Qu'est-ce que ça va changer dans ma vie? Qu'est-ce que ça va m'apporter comme bien, comme bien-être, comme bienfait, comme amélioration à moi, au pays, à la région dans laquelle je vis, à mon environnement, voilà, à la planète, pourquoi pas. La planète, ça devient un peu plus large. Et parce que vous êtes confiant, votre audience le ressent et acceptera de vous suivre. Si vous n'êtes pas confiant, le projet, aussi béton qu'il puisse être, s'il est mal présenté, peut ne pas avoir le succès qu'il mérite. Voilà, vous avez en main les clés qu'il était possible de vous confier en 2 heures et les clés que vous pouvez retenir et mettre en pratique. Évidemment qu'il y a encore bien d'autres subtilités, mais je ne pense pas que ce soit là l'occasion, le moment de vous les transmettre. J'espère que ça vous aura permis d'avoir voilà, des étapes à suivre dans l'élaboration de votre pitch, que vous saurez comment vous sentir à l'aise et pas trop sous pression au moment d'y aller, de vous présenter, que vous penserez à vous habiller avec intention. Vous ouvrirez votre cage thoracique, vous ferez votre plus beau sourire en vous présentant.
et qu'à la fin, tout le monde aura envie de vous signer un gros chèque. Est-ce que vous avez encore quelques questions? Non? Alors moi, j'avais une question en fait. Je vous écoute. Alors je voulais savoir, sachant que c'est une présentation de 5 minutes et que ce sont des recherches qui seront faites par groupe, ça veut Oui. dire qu'il y aura une seule personne désignée pour présenter le projet? Alors, c'est ce que je vous disais en amont. J'ai eu Madame Volta, je ne sais pas si Madame Germani a la réponse, mais moi, j'ai eu Madame Volta qui me disait que ce n'était pas encore tout à fait arrêté, mais que vous auriez sans doute la liberté de choisir si vous le faites, si vous désignez une personne, si vous le faites à deux ou si c'est toute l'équipe qui se présente. Ok. Oui, effectivement, il n'y a pas de, à ce jour, il n'y a pas de contrainte. On vous invite à tous vous exprimer si vous le souhaitez. C'est toujours Mhm. aussi peut-être plus vivant dans un groupe si plusieurs personnes prennent la parole. Et, mais après, de toutes les manières, il y aura des questions-réponses avec le jury en plus des 5 minutes. Peut-être que dans une équipe, quand il y aura une question plus spécifique, fatalement, il y en a un de vous qui sera plus à l'aise pour répondre. Ouais. Donc, même s'il n'a pas parlé en présentation, il sera désigné pour répondre à toutes les questions techniques. Ok. Ok. Merci. Est-ce que vous avez d'autres questions? Bon, comment vous sentez-vous? Est-ce que vous vous sentez un petit peu plus armé pour y aller? Oui, après, les appliquer, ça va pas être simple non plus, parce que c'est vrai qu'il y a le stress qui est là, donc on va tout faire. Compte sur vous. Ouais. J'aurai des nouvelles de toute Est-ce façon. que Madame Félix, vous nous ferez l'honneur de passer avec votre paille le samedi matin pour les encourager? Vous distribuerez les pailles. C'est une bonne idée. C'est une bonne idée. Voilà. Ben, il se trouve que... J'ai trouvé une nouvelle idée de goodies pour vous, hein, des pailles. Alors, il n'y a pas que le carton maintenant, je vais vous interrompre, mais il y a en fer maintenant. Si vous oui, c'est vrai, il y en a en fer. NF Consulting, je vais faire des pailles NF Consulting, oui. Pourquoi pas? Mais si vous saviez à quel point ça marche bien, c'est incroyable. Testé et approuvé par mes clients. Ils sont tous morts de rire, mais ils le font. Et ça marche avec leurs réunions, etc. Ou quand il y a un coup de chaud, il y a toujours un coup de chaud au bureau. Il y a toujours des petits conflits, des petits trucs à lire, la paille. Ça marche. Voilà. Plus d'autres questions? Je vais vous souhaiter bonne chance.